Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Procure en parle. C'est notre 5e webinaire cette saison et nous allons poursuivre évidemment. Alors écoutez, comme l'information, et je le répète, est souvent le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présenterons ce webinaire. Et saviez-vous que dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire de traiter le cancer de la prostate? Alors, comment le surveille-t-on et comment savoir si vous êtes un bon candidat pour cette option? Est-ce une approche qui est aussi sécuritaire? C'est pourquoi aujourd'hui, nous abordons la surveillance active. Vous avez déjà entendu l'expression comme une option de traitement avec le docteur Simon Ouellet, urologue de l'hôpital Rimouski-Bas-Saint-Laurent, récipiendaire d'une bourse, c'est-à-dire un fellowship, ayant complété une formation spécialisée en uro-oncologie de la prestigieuse Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles reçues d'avance par le biais de info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton Q et A au bas de votre écran. Et avant de débuter aussi, j'aimerais bien entendu remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, en l'occurrence Industrial Alliance, et nos partenaires Astellas, de même que l'Association des urologues du Québec et du Canada. Procure est effectivement non seulement membre de l'Association canadienne d'urologie, mais également reconnu comme le partenaire officiel à l'échelle du Canada pour le cancer de la prostate et pour le cancer testiculaire. Et c'est une excellente nouvelle en soi. Cela dit, merci, Dr. Ouellet, d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez maintenant partager votre écran. Bonne soirée. Bien, merci, bonne soirée à tout le monde. Merci de l'invitation. Je remercie les gens de Procure de m'avoir invité. Puis je porte aujourd'hui fièrement le nœud papillon de Procure, qui est une belle façon là, d'encourager l'organisation, qui m'a été gentiment offert par un de mes patients. Puis s'il est à l'écoute ce soir, je le salue. Donc, effectivement, on va parler de surveillance active. Donc, ça peut paraître pas nécessairement intuitif, mais effectivement, il y a des cancers de la prostate pour qui on pense que c'est une très bonne option de ne pas les traiter. Puis même pour certains, on pense que c'est même probablement préférable de ne pas les traiter. Mais évidemment, ça ne s'adresse pas à tous. On va parler brièvement du dépistage. Évidemment, c'est l'étape qui précède là, le diagnostic d'éventuellement une surveillance active. Comment on diagnostique le cancer de la prostate? Encore là, on va être relativement bref là, pour passer le gros de la présentation sur la surveillance active. Parler de comment on fait cette surveillance-là, qui en est les meilleurs candidats, le rôle de la prise de sang, l'APS, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter votre risque de progression du cancer sous surveillance, puis ultimement augmenter votre longévité. Puis on va essayer de garder aussi pas mal de temps pour la période de questions, c'est de répondre au plus possible à vos questions. Donc rapidement, le dépistage. Le dépistage, ça veut dire de détecter de façon précoce les cancers de la prostate avant qu'ils se manifestent, là, puis que les gens se présentent avec, exemple, des métastases. Là, on veut le détecter de façon très, très, très précoce. L'avantage, c'est que c'est plus simple à traiter, plus facile. On a un meilleur taux de guérison du cancer, meilleur taux de succès. Ce qu'on utilise pour faire le dépistage, c'est un examen de la prostate avec l'examen au doigt qui est combiné avec une prise de sang. Le gros du dépistage, c'est fait avec l'APS, mais il y a certains cancers qui vont se présenter avec seulement un nodule, une bosse qu'on palpe à l'examen de la prostate, avec une prise de sang qui va être normale. Donc, on combine les deux. Mais l'APS est un très, très bon prédicteur. C'est spécifique à la prostate, donc c'est une protéine qui est sécrétée par la prostate, donc il n'y a rien d'autre dans le corps humain qui va donner de l'APS. Chez la femme, on ne peut pas le détecter. Par contre, n'importe quoi qui va atteindre la prostate, une infection, pour dire quelque chose, va faire augmenter cette prise de sang-là. Donc, lorsqu'on fait un dépistage, on veut s'assurer de recontrôler une prise de sang, d'être certain qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent faire augmenter le résultat. Puis à ce moment-là, on pourra avoir un résultat qui est fiable. Je vous dis que c'est bon dans le sens où quand l'APS est en bas de 1, le risque de cancer est tellement faible qu'on peut se permettre de le répéter seulement dans 4 ans. Ça, c'est la recommandation de notre association canadienne. Quand c'est entre 1 et 3, on peut se permettre de le refaire aux 2 ans. Quand c'est en haut de 3, c'est là où on va y aller de façon un peu plus serrée
soit répéter des APS plus fréquents. Puis en fonction de l'augmentation de l'APS dans le temps, la taille de la prostate, de l'âge des patients, plus on est âgé, plus la prise de sang va augmenter de façon naturelle. Bien là, on va pouvoir dire est-ce qu'on s'enligne plus vers soit une résonance magnétique ou une biopsie de la prostate ou un suivi clinique. Après l'âge de 70 ans, chez la majorité des hommes, on va cesser le dépistage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'avantage à détecter un cancer à ce moment-là, étant donné que les cancers de la prostate prennent beaucoup de temps avant de se développer et de pouvoir poser une limitation à la longévité des gens. Bien, généralement, si après 70 ans, la prise de sang est assez faible, votre risque de décéder d'un cancer de la prostate est très, très faible. Certains hommes en bas de 60 ans, même à partir de 60 ans, on peut cesser si la prise de sang est en bas de 1, donc très faible encore une fois. Si l'espérance de vie est moins de 10 ans, bien à ce moment-là, comme je vous disais, étant donné que le cancer prend beaucoup de temps à se développer, il n'y a plus vraiment d'avantage à détecter un cancer de la prostate chez quelqu'un qui a une espérance de vie de 2 ou 3 ans pour dire quelque chose, parce que même si on trouve un cancer de la prostate, probablement que cette personne-là n'en décédera pas. Comment on diagnostique le cancer de la prostate? La plupart d'entre vous sont probablement passés par là si vous êtes en surveillance active ou contemplez l'idée d'une surveillance active. Donc, ultimement, ce qui va nous amener à faire des investigations complémentaires après le dépistage, après l'APS et l'examen prostatique, soit un, soit l'autre étant normal, on peut procéder soit une biopsie prostatique, qui est faite de la façon la plus fréquente par voie transrectale. Donc, on met une petite sonde d'échographie par le rectum. On prend le volume, on mesure certaines choses, dont le volume de la prostate. On va geler la prostate et éventuellement faire une biopsie, donc prendre des prélèvements de la prostate. C'est une bonne technique. Il y a un risque principalement d'infection importante qui n'est pas très fréquent, mais qui est quand même une des choses pour lesquelles on veut bien choisir les gens qui vont aller vers une biopsie. Mais ça demeure encore aujourd'hui la seule façon de diagnostiquer un cancer. Donc, on peut avoir des idées, une bonne idée de dire oui, c'est probable que vous ayez un cancer en fonction de l'IRM ou de la prise de sang, tout ça. Mais la seule réponse vient vraiment de la biopsie. Puis ça va nous permettre, un peu plus tard, on va en parler, mais d'avoir une idée aussi de l'agressivité du cancer. L'IRM aussi est un bon outil. Encore une fois, ce n'est pas un diagnostic, on ne pourra pas dire vous avez un cancer, oui ou non. On va pouvoir vous donner une idée plus précise du risque. Votre risque de cancer est faible ou très élevé si l'IRM est fortement anormal. Ça, on va en parler tantôt lorsqu'on va parler de la résonance magnétique. Dr. Ouellette, est-ce que ce serait possible pour vous de partager votre écran à tout le monde, s'il vous plaît? Je vous remercie. Ah, excusez, je ne le partageais pas. Partager l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez en ce moment. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, la biopsie de la prostate, là, comme on discutait tantôt, je vais aller juste ici. Donc, vous voyez toujours? Oui. Parfait. Donc, on a parlé tantôt des investigations, là, donc soit la biopsie, soit l'IRM. Donc, pourquoi la biopsie? Comme on voit sur l'image à la droite de l'écran, donc on met une sonde d'échographie. La prostate repose directement sur le rectum, donc on va pouvoir facilement échantillonner la prostate à ce moment-là. Ça permet de répondre à deux questions. Est-ce qu'il y a un cancer, oui ou non? Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas 100% de précision. On peut manquer peut-être 20-30% des cancers, mais on a une bonne idée là, avec la biopsie. Donc, ça nous permet de répondre à une question importante. Est-ce qu'il y a un cancer? Mais parfois, de façon encore plus importante, c'est quelle est l'agressivité de ce cancer-là? Comme on va voir tantôt, c'est beaucoup ça qui va nous guider à savoir si les gens sont des bons candidats à la surveillance active ou encore si c'est préférable d'aller vers un traitement. On peut faire une résonance magnétique avant l'IRM qui peut nous permettre de cibler si éventuellement il y a une lésion ou une tache à l'IRM qui est visible. On peut aller de façon plus précise échantillonner cette zone-là de la prostate. Parfois, c'est un peu limité parce que l'accès à l'IRM n'est pas toujours rapide. Donc, si on a une attente dans certains milieux d'1 an pour un IRM, des fois, on va vouloir aller plus rapidement. Ce n'est pas tous les hommes qui ont un cancer de la prostate qui vont nécessiter un traitement, comme on va le voir tantôt. Donc, il y a plus du tiers des hommes chez qui on diagnostique des cancers de la prostate actuellement qu'on va probablement dire qu'une surveillance active serait préférable. Donc, ça, c'est le score de Gleason. Vous en avez probablement tous déjà entendu parler abondamment si vous êtes en surveillance active. Le score de Gleason, c'est l'information que le pathologiste va nous donner pour savoir un peu l'idée de l'agressivité du cancer. Donc, historiquement, c'était vraiment le score
de 6 à 10. Là. Puis c'est un peu difficile à comprendre pourquoi ça commence à 6, ça termine à 10. C'est pas tout à fait logique à première vue. C'est une addition de 2 scores, donc les 2 cancers, là, les 2 types de cancers qu'on va retrouver dans la prostate. Maintenant, on utilise probablement plus un groupe, là, un grade qui est de 1 à 5, donc c'est plus simple à comprendre. L'ancien Gleason 6 se trouve être un groupe de grade 1. Le Gleason 7 se séparait en 3 plus 4 ou 4 plus 3. Donc, 3 plus 4, ça veut dire que le cancer qu'on retrouve le plus, c'est du 3, qui est peu agressif, avec du 4, mais de façon moins importante. Alors que le 4 plus 3, ça veut dire qu'il y a plus de cancers agressifs, puis un peu moins de 3, donc de moins agressifs. Donc, tout ça est un Gleason 7, donc ça devient plus simple de les séparer en 1, 2, 3. Puis éventuellement, le Gleason 4, qui est l'ancien Gleason 8. Puis le groupe histologique 5, qui va regrouper, puis à ce moment-là, quand on est dans cette catégorie de groupe-là, ben, qu'on ait un Gleason 9, 10, 4 plus 5 ou 5 plus 4, il n'y a pas réellement de différence. Donc, ça regroupe, ça résume assez bien un peu l'idée là, de façon plus facile à comprendre là, en termes d'agressivité des cellules de cancer. Plus le chiffre est haut, ben, plus ça veut dire que les cellules sont indifférenciées, qu'on appelle, donc moins elles ressemblent à des cellules de cancer de prostate ordinaire, si vous voulez. Certains examens complémentaires peuvent s'ajouter une fois qu'exemple, on a diagnostiqué un cancer là, avec une biopsie. Quand les cancers, on a un doute, une suspicion, soit par la prise de sang ou l'agressivité du cancer, qui pourrait avoir du cancer qui se serait sorti au niveau des ganglions ou au niveau des organes, comme le foie, les poumons ou les os. C'est là où on va aller faire ces examens-là. Donc, ça peut être un TDM, là, un scan abdominopelvien, pour voir vraiment au niveau du ventre, au niveau des ganglions, est-ce qu'il y a de la maladie qui peut s'être répandue. La scintigraphie osseuse, le cancer de la prostate va avoir une tendance à aller vers les os lorsque ça devient des maladies avancées et métastatiques. Donc, la scintigraphie osseuse nous permet d'évaluer ça. C'est des examens qu'on utilise relativement peu pour les gens en surveillance active parce que si on juge que votre cancer ne nécessite pas nécessairement de traitement, ben, c'est que le risque que ça ait dépassé là, au niveau des ganglions ou des os est excessivement faible, voire presque zéro dans certains cas. Donc, parfois, la majorité des gens en surveillance active, on ne fera pas nécessairement ces examens-là. Par contre, la résonance magnétique va avoir un intérêt beaucoup au niveau de la surveillance active, comme on va en parler un peu plus tard. Donc, pourquoi l'IRM? Donc, elle peut être faite, comme j'ai mentionné, avant la première biopsie, mais ce qu'on retrouve le plus souvent au Québec, c'est probablement une biopsie de la prostate en premier. On trouve un cancer. Si c'est un cancer significatif qui nécessite un traitement, la majorité des gens vont aller vers un traitement. Si c'est un cancer qui s'approche à la surveillance active, c'est là où l'IRM peut avoir un intérêt. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il y a des zones dans la prostate qui peuvent être inquiétantes ou qui peuvent, à l'endroit où on peut soupçonner du cancer. Donc, on peut identifier ces zones-là, puis lorsqu'on va faire une seconde biopsie, on va utiliser pour confirmer, donc s'assurer qu'on n'ait pas manqué de cancer plus agressif, puis dire, OK, on est confortable à faire de la surveillance. On peut baser notre deuxième biopsie, par exemple, sur l'IRM s'il y a des zones inquiétantes. Si l'IRM est complètement normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cancer, ça veut juste dire que c'est un cancer probablement peu agressif ou de relativement petit volume, qu'on n'identifie pas à l'IRM. C'est en soi une excellente nouvelle. Ça veut dire que les gens qui ont une résonance magnétique normale, généralement, vont être des excellents candidats pour la surveillance active, puis ils risquent de rester sur la surveillance active très longtemps. Encore là, ce n'est pas 100%. Ce n'est pas parce qu'il y a une trouvaille à la résonance magnétique, comme on va le voir tantôt, on peut la grader de plus inquiétant à beaucoup moins inquiétant. Ce n'est pas parce qu'il y a une trouvaille à l'IRM que vous n'êtes pas nécessairement candidat pour une surveillance. Mais généralement, on va vouloir aller échantillonner cette zone-là pour se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus agressif qu'on a manqué lors de la première biopsie ou non, on avait une bonne idée. Puis là, avec une deuxième biopsie basée sur un IRM, on est confortable de dire qu'il n'y a rien de plus agressif, puis on peut faire un suivi à ce moment-là, une surveillance active. Ça nous rajoute un niveau de confort pour la surveillance active. L'IRM, on peut le faire dans le contexte de la surveillance ou même avant un traitement pour dire, bon, quelle est l'étendue locale du cancer. Ça peut nous donner une idée. Est-ce que ça déborde en dehors de la prostate localement ou en dehors de la capsule? Est-ce que ça s'en va dans les vésicules séminales, qui sont les deux petits réservoirs pour stocker le sperme là, sous la prostate? Donc, ce sont toutes des informations qui vont nous permettre d'éventuellement guider les traitements.
On peut l'utiliser, comme j'ai dit, pour planifier un traitement. Les radio-oncologues l'utilisent fréquemment avant les radiothérapies. Évaluer l'efficacité d'un traitement. Généralement, l'APS va être ce qu'on va utiliser le plus, mais dans certaines situations plus précises, on peut utiliser l'IRM également. Le score qu'on va obtenir à l'IRM, puis là, tout de suite, il faut être clair, c'est très différent de ce qu'on va obtenir avec la biopsie. Donc, généralement, il y a une certaine concordance, c'est-à-dire si on a une IRM très anormale, on s'attend à trouver un cancer qui n'est probablement pas du Gleason 6, donc du trouble radiologique 1, plus probablement d'agressivité plus élevée, mais ce n'est pas 100% de corrélation. Puis encore une fois, l'IRM ne diagnostique pas le cancer, ça va juste nous donner une idée de à quel point c'est avancé localement, puis c'est quoi votre risque de cancer. Donc, quand le radiologiste va lire les images de votre IRM, il va lui donner, s'il y a des lésions, s'il est normal, bien, il est normal. On peut utiliser la taille de la prostate qui va nous donner une idée. Puis la prostate est grosse, évidemment, on s'attend à ce que la prise de sang soit un peu plus élevée. Donc, le score 1 ou 2, si on voit une lésion qu'on donne un score 1 ou 2, généralement, les radiologistes n'en parleront pas parce que la probabilité de cancer est presque 0. Donc, on va considérer que si vous avez un IRM normal ou score 1 ou 2, on va considérer que c'est un IRM qui est négatif, donc qui est normal. Puis, à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle si on s'enligne vers une surveillance active. Les trouvailles qu'on va décrire, c'est les lésions PIRADS 3, 4 ou 5. En gros, PIRADS 3, on peut dire qu'il y a environ entre 10 et 15%, là, grosso modo. Ça dépend évidemment dans quel scénario on fait l'IRM, qui lit l'IRM. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'environ, à 90-85%, il n'y a pas de cancer. 10-15%, il y a un cancer significatif. PIRADS 4, c'est environ pile ou face. Donc, grosso modo, là, environ 50-50 qui vont avoir un cancer de la prostate qu'on va juger significatif ou qui pourrait nécessiter un traitement. Puis PIRADS 5, là, généralement, c'est pas mal plus proche de 90%. Donc, ce n'est pas encore une fois 100%, mais la très grande majorité de ces lésions-là vont être cancéreuses. Puis la majorité du temps, on va retrouver du cancer plus agressif que du Gleason 6, donc du groupe gradistologique 2, 3, 4 ou 5 sur 5. Mais encore une fois, ce n'est pas 100%. Le TNM, donc vous avez peut-être entendu aussi parler, vous avez été diagnostiqué d'un stade T1, T2, T3. Ce que ça veut dire T1, c'est qu'on n'a pas on ne palpe pas rien au niveau de l'examen au doigt, au niveau de l'examen de la prostate. On voit qu'on palpe une prostate normale, donc ça a été découvert à cause d'une prise de sang élevée, ou quand on fait un grattage de prostate là, pour des problèmes urinaires, on peut trouver de façon fortuite des cellules cancéreuses. Un stade T2, c'est qu'on palpe un nodule, puis là, T2A, B, C, qui peut être plus ou moins gros. Là. T2C, par exemple, ça va dans les deux côtés de la prostate. On va palper une bosse, mais qui est localisée au niveau de la prostate. Le score T3, puis c'est là où je vous disais, l'IRM peut nous donner aussi des informations, mais le score T3 va nous donner une idée que ça déborde localement. Donc, T3A, ça va déborder en dehors de la capsule de la prostate, qui est comme la frontière autour de la prostate. T3B, ça va déborder là, dans les vésicules séminales, qui sont les petits réservoirs là, juste ici, là, sous la prostate pour le sperme. Puis T4, ça va envahir des organes auto-adjacents, vessie, puis la prostate, puis le rectum, principalement. On va parler aussi du NM. Donc, N1, c'est-à-dire qu'il y a des ganglions, puis M1, des métastases. Évidemment, les patients qui sont candidats pour des surveillances vont être des T1 pour la grande majorité, ou T2, puis le plus souvent T2A ou B, donc idéalement plus petit et le nodule mieux c'est. Ça, c'est juste une idée pour. Vous avez probablement aussi entendu parler de votre groupe de risque. Donc, très faible groupe de risque, c'est un cancer qu'on ne palpe pas, avec un APS qui est faible, en bas de 10, juste du Gleason 6, donc de groupe radiologique 1. Ces patients-là, on va vraiment recommander une surveillance active. Là, très peu de ces gens-là vont évoluer vers un cancer plus agressif. Certaines fois, comme on va mentionner tantôt, on peut utiliser l'IRM et une deuxième biopsie pour s'assurer qu'on n'ait pas manqué d'autres cancers. Mais si on est satisfait et on est content de dire que tout ce qu'il y a comme cancer, c'est du très faible risque, à ce moment-là, la surveillance s'impose. Cancer de faible risque, encore une fois, ça se ressemble beaucoup. Là, donc, un APS qui est faible avec du Gleason 6. Risque intermédiaire, c'est là où la séparation là, entre le groupe gradistologique 2 et 3 sur 5 fait son effet. Là. Donc, le Gleason 3 plus 4 va être généralement un risque intermédiaire faible ou favorable. Et le 4 plus 3
un risque intermédiaire plus agressif. À ce moment-là, ben, les prises de sang aussi, si on a une prise de sang entre 10 et 20, on va tomber automatiquement dans le groupe intermédiaire. Les hauts risques, donc les glycènes 8 et plus, groupe cardiologique, donc 4 et 5, avec une prise de sang là, qui peut donc à 20 ou plus. Puis les très hauts risques, qui sont des maladies très localement avancées qui vont envahir justement le muscle séminal ou encore la vessie ou le rectum. Donc, le risque de progression, donc ça, c'est un petit peu le risque de progression, évidemment, hein, c'est concorde avec le risque des groupes, là. Puis on peut guérir la majorité de ces cancers-là avec nos traitements. Mais lorsqu'on vient dans les maladies à très haut risque, c'est une maladie qui est à très haut risque localement, donc un envahissement local de la vessie, mais il n'y a pas de maladie à distance. Certains patients vont pouvoir être guéris. C'est certain que quand on rentre dans des maladies plus avancées avec des ganglions, des métastases, c'est plus nécessairement des maladies qu'on peut guérir. Donc, le traitement du cancer localisé de la prostate, initialement, évidemment, si vous avez un APS élevé ou une anomalie au niveau de l'examen de la prostate, vous avez peut-être eu, qui n'est pas tous les patients vont avoir, mais une résonance magnétique. Mais comme je dis, ultimement, si on a un diagnostic, c'est qu'on a passé par la biopsie. La biopsie négative on va faire un suivi clinique à ce moment-là. S'il y a une augmentation de la prise de sang après une biopsie négative, c'est là qu'on va se tourner vers l'IRM pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué à quelque part. Puis, s'il y a évidemment une biopsie qui est positive, une démontre du cancer, ben, c'est là où on se dit est-ce que c'est un cancer qu'on appelle significatif, donc un cancer qu'on juge qui peut poser un risque pour la longévité des patients. À ce moment-là, on va aller vers des traitements. Ou si on répond non à cette question-là, puis cette discussion-là se fait beaucoup avec les patients, on va aller d'avant plus vers une surveillance active. Le traitement du cancer localisé, donc un cancer qui est localisé au niveau de la prostate, il n'y en a pas ailleurs, pas dans les os, pas dans les ganglions, par exemple. Ben, on va faire seulement un suivi ou une surveillance chez les patients, une observation, pardon, chez les patients qui ont une espérance de vie plutôt courte, chez qui on se dit, ben, on va juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet secondaire là, du cancer trop important, mais ce n'est pas le cancer qui va mener à leur décès. Surveillance active qui est recommandée, comme on le dit tantôt, pour quand même plus du tiers des patients chez qui on diagnostique un cancer. Puis les traitements qu'on dit curatifs, donc avec lesquels on peut guérir le cancer, sont soit la chirurgie où on enlève la prostate ou la radiothérapie. Comment on choisit les options de traitement? Bien, il y a différentes choses. Hein. On se base sur votre âge, votre état de santé, la fonction urinaire, la fonction érectile, les désirs du patient, puis évidemment le cancer que vous avez. Comme je mentionnais tantôt, les cancers de faible risque, donc les glycènes 6, la majorité des patients vont être des bons candidats pour la surveillance active. Et certains patients, puis là, la discussion est un peu plus complexe, mais certains patients avec des cancers de la prostate de risque intermédiaire faible, donc glycène 7, peuvent être des candidats aussi pour la surveillance active. Donc, c'est une option qui est tout à fait valable et utilisée là, depuis de très nombreuses années. Puis on a des suivis là, maintenant, des bons suivis là, sur 10-15 ans qui nous montrent que c'est sécuritaire. Donc, essentiellement, la surveillance active, c'est pour les hommes qui ont des cancers à faible risque et certains hommes à risque intermédiaire faible, généralement, chez qui on veut, en fait, retarder les traitements. Donc, vous avez un cancer qu'on sait qu'il est peu agressif. Puis, on se dit, bien, probablement que ce cancer-là, là, la probabilité de décéder de ça est excessivement faible. Donc, on veut éviter les effets secondaires des traitements. Je vais passer rapidement, ce n'est pas le but de la présentation, mais autant au niveau de la chirurgie que de la radiothérapie pour traiter le cancer de la prostate, il y a des effets au niveau de la fonction urinaire, des risques d'avoir des problèmes urinaires, des pertes d'urine, et au niveau de la sexualité, entre autres la perte des érections, mais il y a d'autres impacts au niveau de la sexualité. Donc, l'intérêt de ne pas traiter maintenant et de faire un suivi rapproché, c'est d'éviter ces effets secondaires-là et de maintenir une qualité de vie intacte. Évidemment, s'il n'y avait pas d'effets secondaires au traitement, on ne se poserait pas de questions, ça serait simple, on traiterait les gens, il n'y aurait pas d'effets secondaires, c'est des cancers qui sont guéris dans la quasi-totalité des cas. À ce moment-là, on passerait à d'autres choses, entre guillemets. Mais malheureusement, il y a des effets secondaires, donc on ne veut pas donner des effets secondaires à des gens qui n'auraient jamais eu de conséquences de ce cancer-là. Donc, le but, c'est de retarder les traitements de façon sécuritaire et éviter le surtraitement, parce que comme on va voir, la majorité des jeunes sous surveillance, on ne fait pas juste retarder les traitements, on les évite probablement. Donc, la majorité des gens qui vont aller en surveillance active ne seront jamais traités
au cours de leur vie. Donc, on va complètement éviter les traitements et les effets secondaires. Qu'est-ce que la surveillance active? Qu'est-ce qu'on prend en considération là, pour effectuer une surveillance? L'âge des patients, l'intérêt est double. La question sur l'âge des patients est double dans le sens où plus vous êtes âgé, moins vous avez de temps pour que votre cancer puisse se développer. Donc, on va être confortable à surveiller plus les gens plus on est âgé, plus on est passé de 70, 75 ans. Moins de temps pour que le cancer se développe parce que, bon, statistiquement, il vous reste moins d'années devant vous. Puis, si on vous traite, par contre, vous vivez moins longtemps que vos effets secondaires. Donc, quelqu'un de beaucoup plus jeune, il y a toujours l'inquiétude de se dire qu'il y a beaucoup plus d'années devant lui pour développer un cancer plus agressif. Donc, on va suivre ces patients-là de façon sérieux puis appropriée. Mais par contre, si on traite quelqu'un à 55 ans pour un cancer de la prostate de faible risque, qui développe des effets secondaires, il va potentiellement vivre avec ces effets secondaires-là 30-35 ans. Donc, l'intérêt de reporter ou de même d'éviter des effets secondaires quand on est jeune est encore plus grand. Le niveau d'APS est très important, surveillance active. Donc, plus c'est faible, plus vous avez de chances de succès. Et encore là, on peut tracer la ligne à 10 comme dans les protocoles de surveillance active, mais c'est juste une ligne qu'on met quelque part là, entre 9,5 et 10,5, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que plus c'est faible, mieux c'est. Si vous avez un APS à 4, votre risque de progression ou de réussir votre surveillance active est grand. Si votre APS est à 10, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir de surveillance active, mais votre risque de devoir être traité est plus élevé. Votre score Gleason, donc ça, c'est excessivement important. Donc, les Gleason 6, comme on mentionnait tantôt, on est confortable en autant qu'on qu'on a fait une deuxième biopsie de confirmation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre chose ailleurs à les surveiller. Gleason 7, à ce moment-là, c'est des cancers d'agressivité plus élevés. On va aller surtout lorsque le volume est plus faible. Donc, on ne veut pas surveiller des gens qui ont des gros volumes de cancer Gleason 7. Je crois que la discussion se fait toujours là, de façon individuelle. Donc, les résultats de votre biopsie sont excessivement importants lors de la discussion pour la surveillance active. Puis, ultimement, c'est la question des effets secondaires. Donc, l'intérêt de la surveillance active, c'est d'éviter les effets secondaires. Donc, il faut que les gens soient confortables, encore une fois, avec ça. Justement, ça ne crée pas d'anxiété trop grande. Puis notre travail, entre autres, c'est d'expliquer aux gens que c'est sécuritaire de le faire. Que vous n'êtes pas les premiers, puis il y a eu des milliers d'hommes avant vous qui ont eu de la surveillance active. Donc, on sait que c'est quelque chose de sécuritaire. L'observation, on va le faire surtout sur les gens qui vont être plus âgés avec des problèmes de santé. À ce moment-là, on ne fait pas de biopsie nécessairement, de confirmation ou de suivi. Là. On va y aller surtout si les gens développent des symptômes, donc blocage urinaire, des douleurs dans les os, etc. Là, on va traiter ça. Parce qu'on sait qu'on ne veut pas nécessairement, le but, ce n'est pas de guérir le cancer, parce que de toute façon, si l'espérance de vie est plutôt courte, ce n'est pas le cancer de la prostate qui va nuire à ces gens-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est surtout limiter les effets secondaires de nos traitements. La surveillance active, quant à elle, on garde toujours en tête qu'on ne veut pas échapper personne, qu'on suit les gens de près pour avoir une opportunité de traiter si c'est nécessaire. Puis là, quand on traite, l'intention, c'est toujours de guérir le cancer. Donc, j'en ai parlé un petit peu, surveillance active. Donc, on est toujours dans un mode de guérir le cancer lorsque c'est nécessaire, alors que l'observation, on est vraiment dans un mode palliatif, donc de s'assurer que les gens ne développent pas de conséquences de leur cancer, mais le but n'est pas nécessairement de le guérir. Évidemment, on va dans des scénarios très différents. Là, la surveillance est donnée aux gens chez qui ont une longévité suffisante pour dire que ça vaut la peine, alors que l'observation va être faite chez des gens qui ont beaucoup d'autres problèmes de santé, puis le cancer de la prostate n'est certainement pas leur plus grand souci. Donc, est-ce que vous êtes un candidat pour la surveillance active? J'en ai déjà parlé un peu. On veut des cancers qui ne sont pas ou peu susceptibles de se développer ou de progresser. Plus l'APS est bas, comme j'ai dit tantôt, mieux c'est, entre guillemets, plus vous avez de chances de réussir la surveillance. Encore une fois, souvent on trace la ligne autour de 10-15 pour la surveillance, mais la ligne, on la met à quelque part, mais plus l'APS augmente, moins le succès est grand de la surveillance. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas candidat pour la surveillance. Tout ça est une question de statistique. Vous pouvez avoir un APS à 10 puis avoir de la surveillance pendant 10-15 ans sans jamais être traité. Puis vous pouvez avoir un APS à 4 puis de nécessiter des traitements un an après le début de la surveillance. Mais de façon générale, plus l'APS est bas, mieux c'est.
plus le Gleason est faible, donc le Gleason 6, évidemment, a un bien meilleur taux de succès en surveillance que le 7. Et moins il y a de cancer, évidemment, dans les biopsies, puis moins il y a de biopsies positives, puis plus le volume est faible. Donc, généralement, on parle de faible volume si on est en bas de 50% des biopsies qui sont positives. Et encore une fois, si vous êtes candidat, si vous voulez retarder les effets secondaires de la chirurgie ou de la radiothérapie, pour dire quelque chose, l'effet secondaire numéro 1 de nos traitements est probablement la dysfonction érectile, donc la perte des érections. Donc, quelqu'un qui aurait déjà une fonction érectile qui est absente, avec l'âge ou peu importe, le diabète et les autres problèmes de santé, a moins à perdre de ce point de vue-là qu'un patient qui a des érections et une santé sexuelle normale. Donc, à ce moment-là, tout ça, il faut le balancer. Durant la surveillance, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment suivre les cancers qu'on surveille. Hein. On ne dit pas aux gens, vous avez un Gleason 6, votre APS est à 10 ou 8, ou on vous laisse aller comme ça. Il y a certains patients qui vont nécessiter des traitements. Donc, on va les suivre en faisant des prises de sang de façon régulière, en faisant des examens de la prostate au doigt. Il va y avoir des biopsies qui vont devoir être refaites dans le futur également une résonance magnétique qui peut être ajoutée là, aux besoins là, selon l'évolution des choses. Puis certaines personnes le font de façon routinière là, dans le cadre de la surveillance active. Vous pouvez changer d'avis à tout moment, c'est-à-dire que même si votre cancer ne progresse pas, il y a des gens qui, à un moment donné, décident qu'ils ne sont plus confortables à effectuer une surveillance, donc vont préférer avoir une chirurgie, une radiothérapie. Ça demeure toujours une option, puis c'est toujours disponible si les gens changent d'idée, puis l'anxiété est trop grande. Encore une fois, on essaye de faire le plus d'enseignements possible pour vous mentionner que généralement, quand on offre une surveillance, c'est qu'on juge qu'elle est sécuritaire. Ça, c'est juste certaines études que je vais rouler rapidement. Ce n'est pas nécessairement, c'est des tableaux qui peuvent être un peu lourds, là, mais c'est juste pour montrer qu'il y a plusieurs groupes qui ont déjà effectué de la surveillance active. Je vous montrerai tantôt les suivis. Il y a des groupes là, qui ont des études, là, des cohortes assez importantes de patients qui ont été suivis pendant plus de 15 ans. Donc, on sait que c'est sécuritaire. Comme je vous mentionnais, généralement, on va surveiller les Gleason 6. On peut aller vers les 7, ce qui est un petit peu plus nouveau, entre guillemets, avec des APS en bas de 10 ou 15. Puis il y a certains autres critères qui peuvent s'ajouter à ce moment-là. Donc, espérance de vie pour entrer dans la surveillance active, comme je mentionnais tantôt, ça prend une espérance de vie qui est relativement plus longue, hein, si on veut pas aller plutôt vers une observation. Moins de Gleason est élevé, donc c'est généralement les Gleason 6, les Gleason 7 à faible volume, mais là, la discussion est beaucoup plus individualisée à ce moment-là. L'APS est plutôt faible, en bas de 10 ou 15. Un nodule palpable qui est plutôt petit, et idéalement, on n'en palpe pas. Puis un cancer de la prostate Gleason 7, 3 plus 4. À ce moment-là, on individualise beaucoup la décision, puis la discussion est plus longue. À ce moment-là, on recommande minimalement chez ces patients-là de faire une résonance magnétique pour être certain qu'on n'a pas manqué d'autre chose. Donc, si vous avez un Gleason 7 faible volume à une biopsie initiale, la majorité des gens vont penser que c'est mieux de faire un IRM. Si votre IRM est négatif, on fait une deuxième biopsie. S'il y a encore la même chose ou juste du Gleason 6, vous êtes probablement un candidat pour la surveillance. Si à l'IRM, on identifie une lésion par un RAD4 ou 5, on va vouloir faire une biopsie ciblée, aller dans cet endroit-là pour dire est-ce qu'on n'a pas manqué quelque chose. Puis là, à ce moment-là, on va savoir est-ce que du Gleason 3 plus 4, du 7, vous en avez juste un peu ou vous en avez beaucoup? Ou peut-être vous avez même plus que ça. C'est à ce moment-là que la réponse peut se prendre si vous êtes un bon candidat ou pas pour la surveillance. Critères de sortie, c'est un peu les critères inverses, là. Donc, je vais passer rapidement, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 30% des hommes qui vont sortir de surveillance active, qui vont devoir subir un traitement parce que leur cancer est plus agressif que ce qu'on pensait initialement. Puis, généralement, ça va se faire dans la première année ou deux. Donc, à la deuxième biopsie, à la biopsie de confirmation, on va pouvoir déterminer que finalement, le cancer a progressé, ou on l'avait mal échantillonné la première fois, donc il y en avait un peu plus où il y avait du cancer Gleason 7, puis on va pouvoir traiter rapidement à ce moment-là dans la première année ou deux. Protocole de suivi, donc généralement des APS aux 6 mois, 3 à 6 mois, mais probablement plus 6 mois, un examen de la prostate une fois par année. Rarement, on va traiter à cause de l'examen de la prostate, parfois pour une augmentation rapide ou des seuils d'APS qui sont plus élevés, mais généralement, on va recommander un traitement sur les contrôles de biopsie. Donc, la biopsie, on l'a fait de façon initiale. Le rôle de l'IRM par la suite est grandissant.
ce qu'on fait généralement, puisque j'ai tendance à faire, c'est faire un IRM à 6 mois. À ce moment-là, on refait une biopsie, une deuxième biopsie rapidement. Dans la première année après la biopsie initiale, on fait une deuxième biopsie qu'on appelle de confirmation pour être certain qu'on n'a pas manqué de cancer justement plus agressif, qu'il n'y aurait pas d'autre chose dans la prostate. Puis si on le base sur l'IRM, à ce moment-là, on peut parfois être plus efficace là, ou être plus précis dans notre biopsie là, de confirmation. Puis par la suite, une fois qu'on a fait cette première, cette deuxième biopsie-là, vous avez un cancer qui s'enligne vers une surveillance. On va espacer beaucoup les prochaines biopsies, ça va être aux 3 à 5 ans. On va utiliser l'IRM de temps en temps pour effectuer le suivi. Puis on s'ajuste aussi en fonction des changements dans l'APS pour voir quand est-ce qu'on refait des biopsies. Évidemment, c'est très important de faire le suivi. Parce que c'est là où on va attraper les gens qui vont progresser leur cancer puis qui vont nécessiter des traitements. Donc, il faut se commettre à ce suivi-là puis accepter de dire, ben oui, je vais venir pour mes prises de sang, puis bon, voir l'urologue, puis avoir des biopsies, etc. Ça peut créer de l'anxiété. Ce qu'on sait, c'est que généralement, quand les gens sont bien informés, ça va plutôt bien, en fait, parce qu'on évite des effets secondaires. Puis, on a la même chance généralement de guérison si on se dit, oups, votre cancer, finalement, là, il a progressé un peu, on serait mieux de vous traiter. Ben, vous avez encore la même chance de guérison que si on vous avait traité initialement. Donc, juste pour montrer qu'il y a plusieurs organismes savants là, qui recommandent la surveillance active, qui ont tous des protocoles un peu différents, à certaines exceptions, mais globalement, ça s'enligne un petit peu tout vers la même chose, là, ce que je vous ai mentionné tantôt. Encore une fois, juste quelques séries là, pour vous montrer que, comme je vous disais, c'est un sujet qui est très, très bien étudié par plusieurs groupes. Puis on arrive toujours à la même conclusion que c'est sécuritaire et qu'on peut le faire. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont fait ces suivis-là sur plusieurs années. Donc, je vous les passe rapidement, mais juste pour montrer qu'il y a plusieurs groupes universitaires qui se sont posés cette question-là puis qui ont suivi des hommes durant très longtemps là, en surveillance active. Qu'est-ce qu'il y en est pour les hommes là, de moins de 60 ans? Ce qu'on sait, c'est que plus on est jeune, ben, on a toujours la question de se dire on a plus de temps devant nous, donc on a plus de temps pour que le cancer progresse. C'est vrai. En même temps, on a potentiellement plus à perdre si on a des effets secondaires des traitements. Donc, si on est traité pour un cancer de la prostate et on développe des effets secondaires, à ce moment-là, on peut vivre avec là, plus longtemps. Donc, ce n'est pas un critère d'exclusion. Vous avez un cancer qui est amenable à une surveillance, même si vous avez 55 ans ou 50 ans, si vous êtes confortable, on peut vous surveiller. Mais évidemment, on va vous suivre de près. Puis plus vous êtes jeune, bien, comme je vous disais, plus il reste de temps devant vous, donc plus vous avez de chances de nécessiter un traitement au cours de votre vie. Donc, les résultats d'études, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça, c'est une série de Johns Hopkins, qui est un gros centre américain à Baltimore. Ils ont suivi plus de 1800 hommes, là, pour vous donner une idée, donc des bas risques et des très faibles risques. À 15 ans, la survie liée au cancer était presque 100 %. Là. Donc, il n'y a pas de gens essentiellement qui sont décédés du cancer de la prostate, c'est anecdotique. Il y en a la moitié qui ont été traités, mais il y en a quand même un quart de ceux-là que c'était parce que c'était le choix du patient. Donc, encore une fois, à peu près 25 % chez qui c'est le cancer qui va être la raison là, du traitement. Donc, il n'y a pas de détriment ou de conséquences à attendre et faire un suivi chez ces patients-là. Encore une fois, le taux, ça c'est des séries là, où on voit que le taux de traitement est environ là, 25 à 30 35 %, dépendamment des études. Ça dépend évidemment des cancers qu'on surveille. Plus on surveille des cancers un peu plus agressifs, des APS un peu plus élevés, bien évidemment, on va en traiter un peu plus. Donc, le risque de progression, le risque de nécessité des traitements, ça, c'est encore une fois là, une étude de Toronto qui montre que 15 ans après le début de la surveillance, donc c'est quand même très long, 15 ans, là, plus de la moitié des hommes n'étaient toujours pas traités et étaient toujours sous surveillance active. Donc, comment choisir la surveillance? Donc, encore une fois, on en a mentionné, là, mais est-ce que votre cancer vous amène à être candidat à ça? Est-ce que vous pouvez être candidat pour ça? Vous pouvez comparer évidemment aux autres options de traitement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît intéressant? Puis, comment vous voyez les effets secondaires là, des traitements, de la chirurgie, de la radiothérapie versus l'intérêt de la surveillance? Donc, est-ce que vous préférez vivre avec les effets secondaires des traitements ou vous débarrasser de votre cancer tout de suite? Généralement, on pense que pour la plupart des hommes avec des cancers de faible risque, les effets secondaires sont probablement plus grands que le gain de vous traiter.
Donc, l'APS, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais c'est plus il est faible, plus on est un bon candidat pour la surveillance, puis on va le faire de façon tout au long de votre surveillance. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement, même sur un APS à 10, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un candidat pour la surveillance, mais votre taux de succès en surveillance est un peu plus faible. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, la majorité, la grande majorité des hommes qui ont un cancer de la prostate sous surveillance active ne décéderont pas de ça, évidemment, et ils vont décéder de problèmes autres, principalement la maladie cardiovasculaire. Donc, l'activité physique va vous permettre de, oui, diminuer, puis c'est bien prouvé dans les études que si vous faites de l'activité physique, plus vous en faites, moins vous avez de chances que votre cancer progresse. Par contre, l'intérêt est surtout de diminuer aussi votre mortalité d'un point de vue cardiovasculaire, qui est ce qui vous guette le plus, en guillemets, donc ce qui vous augmente plus votre taux de mortalité, plus en lien avec la maladie cardiovasculaire qu'avec le cancer de la prostate. Donc, l'exercice physique, c'est bon pour votre cancer, mais c'est également bon pour votre cœur. Puis, comme je vous le mentionnais, statistiquement, il faut soigner les autres problèmes de santé, le cœur, tout ça, parce que c'est beaucoup plus dangereux au niveau de la longévité que le cancer de la prostate de faible risque. L'alimentation aussi, hein, c'est aussi important que l'activité physique. Donc, plus votre alimentation est saine, meilleur vous avez les chances de rester en surveillance, mais encore une fois, votre longévité risque d'être plus longue parce que vous allez diminuer votre mortalité d'un point de vue cardiovasculaire. Produits naturels, rapidement, il n'y a pas de produits naturels qui sont prouvés pour diminuer le risque de cancer ou prévenir la progression. Ce qui est le plus important, c'est, encore une fois, de bien manger, de manger des aliments frais. Vous allez mieux absorber ces nutriments-là. Puis de toute façon, il n'y a rien nécessairement qui a été prouvé pour diminuer le risque de cancer. Donc, en conclusion, la biopsie demeure l'outil pour diagnostiquer le cancer de la prostate. L'APS va être utilisé pour, je vais vous donner une idée, est-ce que vous nécessitez une biopsie, puis après, pour faire le suivi. Puis, les autres examens donc, vont nous donner une idée de l'agressivité de votre cancer, puisque vous êtes un bon candidat pour la surveillance. Puis, évidemment, en cours de traitement, c'est important de faire le suivi avec votre urologue ou en surveillance active. Donc, ça fait le tour pour ma présentation, puis je vais être prêt à prendre des questions. Je vous remercie, Dr. Ouellet, pour cette excellente présentation. On ouvre maintenant la période de questions. Première question, nous avons 3 générations de cancer de la prostate dans ma famille, grand-père, père, 2 de mes frères. Je viens de recevoir un diagnostic avec un Gleason de 6 à 62 ans. Mon urologue suggère la surveillance. J'hésite en raison de notre histoire de famille. Devrais-je traiter mon cancer? C'est une très bonne question. Effectivement, les gens sont parfois inquiets là, de faire une surveillance active quand on en a beaucoup dans la famille. En général, il y a plusieurs informations. C'est certain que si les antécédents familiaux sont assez lourds, plus il y en a dans la famille, par exemple, lorsque votre père a un cancer de la prostate, ça double environ votre risque d'en avoir un. Par contre, une fois qu'on a un cancer de faible risque et qu'on va vers une surveillance, le fait d'avoir des antécédents dans la famille n'augmente pas réellement le risque d'échec à la surveillance. C'est vrai pour la grande majorité des gens. Donc, chez certains patients, on va avoir des mutations génétiques qui vont être, par exemple, des gènes BRCA, BRCA1, BRCA2, qui vont être des gènes qui réparent l'ADN. On sait que quand on a ça, on est plus propice à avoir des cancers de la prostate agressifs. Donc, s'il y en a dans la famille, là, oui, clairement, notre risque d'échec en surveillance est plus élevé. Mais de façon générale, pour la majorité des gens, même s'il y en a dans la famille, ce qui est beaucoup plus important, c'est les caractéristiques de votre cancer et non pas les antécédents. Donc, de façon générale, on recommande quand même la surveillance pour la majorité des hommes. Même s'il y a des antécédents dans la famille, vous avez des très bonnes chances de réussir une surveillance active. Comme je dis, les caractéristiques du cancer qui sont les plus importantes. D'accord. Question numéro 2. Je suis sous surveillance active depuis 1 an. On m'a cédulé une biopsie dans 2 semaines. J'ai demandé une RIM avant et j'ai essuyé un refus de mon urologue. Pourtant, en France, c'est l'IRM suivi d'une biopsie. Pourquoi pas ici? Et quelles sont les lignes directrices de suivi concernant les biopsies? En fait, il y a plusieurs raisons. Là. Parfois, c'est une question d'accessibilité. Il y a des milieux, je sais que ça peut prendre 1 an à avoir un IRM de la prostate, donc on ne veut pas nécessairement là,
retarder une biopsie de confirmation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsque l'accès est là de façon routinière, là, on pense que c'est préférable en surveillance active d'effectivement faire un IRM. Là. Moi, je l'ai fait de façon routinière là, à 6 mois après le diagnostic. Pour 2 raisons. Ben, ça nous permet de mieux sélectionner les patients qui vont être candidats pour une surveillance. Ça nous permet de faire une biopsie ciblée éventuellement s'il y a une lésion qui est visible à l'IRM. On peut aller de façon plus précise lors de notre deuxième biopsie. Donc, si on n'a pas de cancer plus agressif lors d'une deuxième biopsie qui est basée sur un IRM, ben, notre niveau de confort pour faire une surveillance active est beaucoup plus grand à ce moment-là. Donc, effectivement, ça s'est fait de plus en plus lorsque c'est accessible. Puis l'autre dernière bémol à prendre, ce n'est pas un examen qui est facile à lire pour les radiologistes. Donc, ça prend aussi un radiologiste qui est compétent puis qu'on peut se fier sur la lecture. Là. Une dame qui pose une question par rapport à son conjoint qui a 59 ans et est sous surveillance depuis 2019. Il a eu sa 3e biopsie et mes questions sont, peuvent-elles répandre les cellules cancéreuses ailleurs dans les tissus environnants? Et combien de biopsies aura-t-il encore avant d'arrêter cette intervention? En fait, est-ce que le risque de répandre des biopsies, là, c'est pas vraiment un risque là, réel. Là. Donc, on peut dire que c'est tout à fait sécuritaire là, de faire, autant à distance que localement, c'est tout à fait sécuritaire là, de faire la surveillance active, là, de faire des biopsies de confirmation là, en surveillance active. Le risque est essentiellement inexistant. Puis, combien de biopsies? En fait, généralement, comme je mentionne, ça dépend un petit peu ça fait combien de temps qu'on est sous surveillance. Là. Donc, généralement, on fait une première biopsie au début, 1 an, 1 an, après ça, 3 à 5 ans. Donc, évidemment, ça fait 15 ans qu'on est sous surveillance. On va avoir eu plus de biopsies dans notre vie. Puis mais généralement, après la 3e, là, ça peut être dans 3 à 5 ans. Puis l'IRM peut nous permettre là, d'intercaler ces biopsies-là, puis parfois de les reporter s'il est négatif. Là. Dans son cas, ça fait depuis 2019, donc 3 ans. 3 ans, donc c'est ça. Donc, probablement que là, c'était la 3e biopsie, donc la 4e devrait être dans très longtemps. Là. Alors, une 4e question, est-il possible d'avoir un résultat d'IRM PRAD4 dans un lobe et un PRAD5 dans l'autre, un TR+, APS à 28,8, un score de Gleason de 6, 3 plus 3. Cela veut dire quoi au juste? Mon score est bas, mais mon neuro préconise une chirurgie radicale rapidement. J'ai 59 ans. Donc, jeune patient ici, c'est toujours la fiabilité des données. Donc, premièrement, la lésion PIRAD5, il faut toujours être certain qu'elle est, c'est lu par quelqu'un, un radiologiste qui est compétent, confortable. Si c'est le cas, effectivement, la probabilité d'avoir seulement un Gleason 6 est plutôt faible avec un PIRAD5. Là, on parle plus de 85-90% des gens qui vont avoir un cancer Gleason 7 ou plus. Donc, l'autre élément, c'est l'APS à 29. S'il a vraiment été recontrôlé dans le temps, très peu probable qu'on ait juste un peu de Gleason 6 là, avec un APS aussi élevé. Donc, ici, c'est que le Gleason 6 qu'on a à la biopsie, la rationnelle, c'est de se dire qu'il est presque certainement sous-évalué. Donc, probablement qu'il y a du cancer plus agressif dans la prostate pour expliquer l'IRM, la prise de sang, etc. Donc, c'est presque certain qu'on a un cancer plus agressif. L'autre question, c'est de se dire est-ce que la biopsie a été faite avant l'IRM ou il y a eu une biopsie puis un IRM après, là, mais probablement que c'est une biopsie en premier puis un IRM. Donc, l'autre option, ça serait de faire une biopsie fusionnée sur la lésion PIRAD5. Mais quand un APS à 30, généralement, on n'est plus du tout dans les critères de surveillance. Puis, le plus probable, c'est qu'il y a un cancer plus avancé. Là. Bon. 5e question. J'ai 55 ans, diagnostic en janvier 2022, score de Gleason de 6 avec 8 sur 15, échantillon positif à 100% et un APS à 4. Mon neurologue m'a donné le choix entre une surveillance pour le moment ou la chirurgie. Je ne suis pas un candidat pour la radiothérapie en raison de problèmes urinaires. Mon scan et scintille osseuse sont négatifs, mais l'IRM est positive et une biopsie ciblée est à céduler. Si cette biopsie donne un score de 6, la surveillance est-elle une option?
Effectivement, bon, il y a plusieurs éléments. La surveillance demeure une option, c'est certain. C'est-à-dire que bon, le bilan est négatif, là, l'APS est faible à 4, donc ça, c'est un bon facteur. C'est sûr que les biopsies montrent un haut volume de Gleason 6. Donc, dans ce temps-là, le risque, ce n'est pas tellement qu'on est inquiet du Gleason 6, c'est que ça veut dire que la probabilité d'avoir du 7 est beaucoup plus élevée. L'IRM positif, ben là encore là, on ne sait pas, comme j'ai mentionné tantôt, si c'est un PARADS 3, 4 ou 5, ben, ça va être très différent. Donc, un PARADS 3 va être relativement peu inquiétant, 15 % environ de cancer significatif, parfois même moins, alors qu'un 5, ça va être plus 85-90 %. Donc, cette information-là est importante. Puis, c'est sûr que si la biopsie ciblée, si on dit quelque chose, c'est un PARADS 3 ou 4, la biopsie ciblée démontre du 6, effectivement, ça peut être une option, la surveillance. C'est certain que vu que le volume est plus élevé, il y a un peu plus de risque d'échec, mais encore une fois, la majorité des gens qu'on met sous surveillance vont demeurer sous surveillance à long terme. C'est certain que si au niveau de la biopsie ciblée, il y a du cancer plus agressif, ben, c'est là où la discussion va avoir lieu, peut-être plus vers un traitement. Mais cette biopsie-là est essentielle. Ça dépend aussi beaucoup de la lésion qu'on décrit à l'IRM, qui va nous donner une idée de à quel point le cancer peut être avancé ou pas. Là. Mais oui, le Gleason 6, même à haut volume, maintenant, on le surveille, en autant que les patients comprennent là, que leur risque d'échec est un peu plus élevé. Merci. Une question qui nous vient de France. Bonjour, mon conjoint, il a 64 ans, a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Son IRM a révélé un PI-RAD5 du côté droit et un PI-RAD4 du côté gauche. La biopsie a détecté 6 sur 12 échantillons, 6 échantillons sur 12 positifs, et son APS est de 4,3. Aucune trace de cancer en dehors de la prostate. Selon son IRM, son score de Gleason serait 7, 4 plus 3, alors que selon la biopsie, son score est de 6, 3 plus 3. Est-ce possible? On est un peu mêlés. Bien, effectivement, l'IRM, premièrement, le premier point, on ne peut pas avoir le score Gleason avec l'IRM. Là. Donc, l'IRM nous permet d'avoir une image radiologique comme une photo de la prostate, mais ça ne nous donne pas une analyse au microscope des cellules cancéreuses. Donc, on peut avoir une idée, un score PARADS, comme j'ai mentionné tantôt, plus il est élevé, plus le risque de cancer significatif est élevé. Mais ça ne nous donne pas un score Gleason. La seule façon d'avoir un score Gleason, c'est la biopsie. Parfois, par contre, on peut dire, peut-être la discussion, par exemple, ça peut être, selon votre IRM, on se serait attendu à ce qu'il y ait du Gleason 7 ou plus, mais votre biopsie ramène du Gleason 6, par exemple. Mais ultimement, le score Gleason, on peut seulement le déterminer avec la biopsie. Donc, ultimement, c'est la biopsie qui va nous donner la réponse quant à l'agressivité des cellules cancéreuses au microscope. Puis parfois, justement, c'est pour ça qu'on va utiliser des biopsies fusionnées qu'on appelle. Là. Donc, on va guider notre biopsie sur la lésion à l'IRM pour s'assurer d'avoir un bon échantillonnage des endroits les plus inquiétants au niveau de la prostate. D'accord. Bonjour. Pouvez-vous expliquer les résultats de mon IRM? J'ai 64 ans, encore, sous surveillance. Si je comprends bien, je n'ai pas besoin d'une biopsie. A, zone périphérique, tache suggestive liée à une prostatite aiguë 2013, PRAD3. B, zone transitoire, nodule, PRAD3, nodule à surveiller. C, finalement, APS de 6,1 en 2021 et 6,9 en janvier 2022, mais stable. En fait, la question, est-ce que vous avez besoin d'une biopsie? Ça dépend un peu de ce que vous avez comme biopsie jusqu'à maintenant. Si vous avez eu une première biopsie au diagnostic, une deuxième biopsie de confirmation, puis peut-être une troisième biopsie, peut-être plus, je ne sais pas. Puis on trouve un IRM PARADS3, donc relativement peu suspect. On ne va pas nécessairement répéter une biopsie. Tout ça va dépendre aussi. Si vous avez une petite prostate, par exemple, on va dire probablement qu'on a déjà échantillonné ça. Puis ces lésions-là sont de toute façon relativement peu suspectes. Si vous avez une première biopsie, on fait un IRM, puis il y a une lésion PARADS3, on va généralement refaire une deuxième biopsie, qui est notre biopsie de confirmation qu'on fait, entre guillemets, peu importe le résultat de l'IRM, donc qui est nécessaire. Mais si on a déjà fait plusieurs biopsies, puis on est au courant d'une surveillance, puis on a une IRM relativement peu suspect, on ne va pas nécessairement répéter la biopsie si la PS est stable, etc. Si par contre on a des trouvailles plus suspectes, PARADS 4 ou 5, là, généralement on va aller vers une rebiopsie. D'accord.
On tire à la fin, donc il reste peu de temps, mais peut-être encore une ou deux questions. Bonjour, je viens avec un diagnostic, un score de 3+3, et j'aimerais savoir ce qu'est un envahissement périnerveux. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas un candidat pour une surveillance? La réponse courte, non. Historiquement, on considérait qu'il y avait peu de valeur l'envahissement périnerveux. C'est des cellules cancéreuses autour des nerfs là, de ce que le pathologiste peut voir au microscope. Il y a une grosse série récente là, qui a été présentée là, dans les derniers jours là, à notre congrès américain qui montre par contre que ça a un impact en surveillance active. Votre risque de progression, de devoir avoir un traitement est probablement plus élevé. Ça ne vous exclut pas d'une surveillance active, mais vous avez un risque un peu plus augmenté là, de nécessiter un traitement. Mais encore une fois, c'est tout ça une question de risque. La majorité des gens vont persister là, ou vont pouvoir continuer sur surveillance, mais le risque est un peu plus élevé. Dernière question, rapidement. Est-ce que les taux peuvent varier d'un labo à un autre? Est-ce que les prises de sang devraient être toujours à la même heure? Pour l'heure, pas nécessairement. Ça peut varier un peu d'un labo à l'autre, mais généralement, ce n'est pas nécessairement des variations très importantes. On pourrait faire un APS à tous les jours pendant un an, puis ce ne serait jamais au même chiffre. Là. Il y a toujours des petites variations au jour le jour, mais lorsqu'on est sous surveillance, par exemple, on va regarder plus le tableau dans le temps. Là. Donc, les APS aux 3 ou 6 mois, puis on va regarder ça à plus long terme. Là. Donc, le labo n'est pas nécessairement important. Par contre, généralement, ce qu'on recommande, c'est qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection urinaire, qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation dans les 48-72 heures avant, des choses comme ça. D'accord. Alors, voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Dr. Ouellet. Vous avez été clair, concis, précis. Merci pour votre précieux temps. C'est extrêmement apprécié. Les questions en suspens seront répondues au cours de la semaine. On tient à remercier également les 276 participants qui ont pris le temps de répondre au questionnaire sur la qualité de vie durant ou après un cancer de la prostate. Les résultats seront comptabilisés par la firme Léger et dévoilés en septembre. Vous comprendrez que votre participation était essentielle et que votre point de vue est très important pour nous chez Procure. Le prochain webinaire aura lieu le 15 juin de 19h à 20h, lors duquel nous aborderons le cancer de la prostate avancé et son traitement avec le Dr Paul Touraine, uro-oncologue et chercheur au CHU de Québec. Alors, soyez des nôtres et consultez le site Procure.ca pour rester à l'affût. Et n'oubliez pas que le 19 juin, c'est la date officielle de la marche du courage, le 16, à la fête des pères, partout à travers le Québec et pour les gens de Montréal, on se donne rendez-vous sur le Mont-Royal. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.